Merci Florent pour cette présentation qui va certainement servir la mienne puisqu'on va reparler, on va revoir beaucoup de charts, même si je vais essayer de simplifier les choses. Alors Emmanuel, pour te rassurer, effectivement, lorsque tu m'as demandé d'intervenir dans la journée scientifique du café, je me suis dit tiens, il veut que je fasse appel à mon illustre ancêtre Louis Camille. Mais ça, je pense que c'est pour cet après-midi. Moi, la torréfaction, ce n'est pas mon domaine, même si on a passé quelques heures la semaine dernière avec certains collègues à en débattre. Donc, l'idée, c'est effectivement de rester sur un domaine scientifique, mais dans le but de démystifier, comme l'a dit Florent et Michel tout à l'heure en présentation, les marchés à terme, qui sont un outil indispensable, mais qui sont aussi quelque chose qui peut paraître compliqué. Donc, pour rester dans le thème scientifique, j'ai forcément axé mon sommaire sur des chiffres. Donc, 1848, 41 404, 1 404, alors c'est pas exponentiel, hein, rassurez-vous. Et le numéro complémentaire, ça on verra si vous l'avez ou pas. Donc le premier, c'est très simple et on ne va pas y passer beaucoup de temps parce qu'en fait, l'historique, vous pouvez tous le constater sur Wikipédia. Simplement, ce qu'il faut comprendre dans cet historique, c'est que effectivement, le premier marché à terme de marchandises. Mais pour comprendre, ah oui, pardon, merci, je veux me balader comme ça, mais donc pour comprendre le mécanisme à terme, c'est qu'à la base, on a des utilisateurs et on va s'attacher à décrire tous les utilisateurs qui ont recours à ces marchés à terme. Donc, si on remonte au XVIe siècle, on a l'illustre exemple des chasseurs de baleines qui partaient en expédition et qui, pour financer leur expédition, justement, avaient besoin d'argent. Ils vendaient donc à l'avance le produit de leur pêche ou de leur chasse, je ne sais pas quel est le terme exact, ce qui pouvait satisfaire l'utilisateur final. Donc on avait un producteur ou un chasseur et un utilisateur final. Donc on a deux parties qui vont finalement intervenir et se réunir. Donc d'un côté on a un financement, de l'autre côté on a un utilisateur qui va avoir un prix garanti. Donc on a les prémices, de même que les foires ensuite ont développé un petit peu ce phénomène. Donc on a les prémices des marchés à terme. Donc le premier véritable marché à terme, c'est celui-ci. On va faire le switch, c'est peut-être plus commode effectivement. Oui, ça marche beaucoup mieux. Donc l'idée des bourses, c'est tout simplement de standardiser ces transactions qui étaient jusqu'à présent de gré à gré. Donc la deuxième date, c'est 1881. Et là, cette fois-ci, en ce qui nous concerne, la création de la bourse de New York, donc, que Florent a dévoilé tout à l'heure et dont on reparlera tout à l'heure. Donc là, on est vraiment sur le premier marché à terme du café, donc réservé exclusivement aux utilisateurs. Et dans cette notion de marché à terme du café, il y a une notion logistique qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire qu'on a inclus des entrepôts, parce que forcément, de besoin des torréfacteurs. Donc le rôle de l'entrepôt est très important, et le rôle du stockage. Donc, les marchés proposent un mécanisme de stockage de café dans des entrepôts certifiés. Et enfin, 1989, pourquoi ce chiffre-là? Parce que 1989, il s'agit de la rupture des accords de l'ICO. Donc si on résume rapidement, l'ICO, donc International Coffee Organization, c'est un organisme qui s'occupe de gérer tous les problèmes liés au café, les problèmes divers, notamment, on a parlé de l'humidité tout à l'heure, donc l'humidité, la clause 420 de l'ICO, c'est justement de respecter une clause d'humidité entre 8,5 et 12%. Il y a une autre clause que vous connaissez parfaitement, c'est quand vous achetez un sac de café, vous avez le numéro ICO, donc qui est justement le premier numéro, le numéro du pays producteur, ensuite le numéro du producteur lui-même, et enfin le numéro de l'eau. Donc l'ICO s'occupait également de régir les prix du café. Donc si on fait le parallèle avec l'OPEP, on avait des quotas. Donc en fonction de l'évolution des cours, on allait libérer ou retirer de la marchandise physique des marchés. En 1989, les Américains claquent la porte de l'ICO et donc on arrive à un marché totalement libéré. Et ça sera les prémices de la spéculation, d'où mon deuxième point, 41 404. Alors 41 404, qu'est-ce que ça signifie? C'est tout simplement le volume traité vendredi soir sur la bourse de New York. Pour que vous ayez une image, parce que 41 404, forcément, ça vous parle très peu, je vais vous donner une image. En gros, chaque lot, logiquement, ça correspond à un contrat de 17 tonnes, donc chaque lot représente un container. Donc 41 404 fois 250 sacs, ça vous fait 10 millions de sacs.
C'est-à-dire que vendredi dernier, il s'est traité sur la bourse de New York l'équivalent, grosso modo, on va schématiser, de la récolte de la Colombie. C'est-à-dire qu'en une seule journée, on peut imaginer que si tous les producteurs colombiens avaient vendu leur café vendredi, ça aurait pu être absorbé par le marché à terme. Donc ça vous donne une idée de l'ampleur et du poids que Florent a évoqué, je ne sais plus où est Florent, il est là-haut, que Florent a évoqué tout à l'heure, donc l'ampleur de la spéculation. Et donc on a eu nos deux premiers intervenants, je dirais les intervenants clés sur le marché à terme, les producteurs, ensuite les utilisateurs finaux. Le troisième intervenant, c'est celui-ci, c'est le spéculateur. Alors, on en a besoin. J'en veux pour preuve, lors de l'émergence des coffee shops en 92 aux États-Unis, les autorités du marché américain avaient mis en place un mécanisme qui s'adaptait justement à ces petits torréfacteurs qui faisaient des volumes inférieurs aux 17 tonnes, plutôt des volumes de 100 sacs, donc 7 tonnes. Donc on a mis en place un marché à terme avec des lots de 7 tonnes. Et ce marché est mort-né. Pourquoi? Parce que les spéculateurs, tout simplement, se concentraient sur le marché principal de 17 tonnes. Donc, sans spéculateurs, le marché ne fonctionne pas. On a besoin de la spéculation. Aujourd'hui, le problème, c'est que la spéculation est excessive. 41 000 lots, aujourd'hui, c'est un volume important. On a eu, il y a quelque temps, 80 000 lots. C'est-à-dire le double. En une journée, 20 millions de sacs. Il y a quelques années, on avait des journées à 10 000 lots, c'était des gros lots, des grosses journées. Donc, on est vraiment dans un excès, effectivement, par l'apport des flux financiers. Donc, rapidement, Florent vous a montré tout à l'heure une charte qui représentait New York sur quelques années. Là, je suis remonté un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on explique toutes les variations de marché, donc effectivement, généralement par des explications, par des raisons fondamentales, ce qu'on appelle, nous, les fondamentaux. Donc, une sécheresse au Brésil, premier producteur au monde, ça va forcément générer un pic sur le marché. Les accords de l'ICO qui chutent, on en a parlé, ça génère forcément un marché ouvert, une pression à la vente, une baisse. Ensuite, une gelée au Brésil. C'est la dernière grande gelée au Brésil, 1994, il y en a eu 2 de suite. Depuis, il n'y a eu aucun incident de ce type au Brésil. 97, le squeeze, on en reparlera brièvement, mais le squeeze, ça signifiait simplement qu'il n'y avait plus de stocks certifiés, donc justement les stocks qui pouvaient alimenter le marché à terme. 99, la rétention, les Brésiliens essayent de mettre en place un système pour faire remonter les prix, mais bon, vous avez beau stocker le café, il y a un moment, il faut qu'il ressorte et qu'il soit consommé. Et enfin, là où je voulais en arriver avec mon chiffre de 41 404, en 2010, le premier mouvement spéculatif. C'est-à-dire qu'ici, vous avez le deuxième plus haut mouvement historique de l'histoire du café, le premier étant une gelée au Brésil, donc quelque chose de fondamental. On était en surproduction, aucun problème au Vietnam, aucun problème au Brésil, aucun problème en Colombie. Simplement, en 2008, la Lehman Brothers se casse la figure, les marchés actions s'écroulent, il y a des milliards de liquidités à placer, et on les place où? Sur les matières premières. Donc vous pouvez prendre la courbe du palladium, du pétrole, de l'or, du cacao, du café, ce sera la même. Alors bien entendu, il faut ensuite que les fondamentaux reprennent leur rôle et le marché s'écroule. Mais en attendant, on a un mouvement qui est d'une ampleur qu'on n'a jamais connue. Et enfin, donc là, on revient effectivement à des choses plus normales avec une sécheresse au Brésil, enfin normale entre guillemets, sachant que c'était quand même la première sécheresse qui avait lieu au mois de janvier. Mais ceci dit, le réchauffement climatique a été évoqué par mes prédécesseurs, ça en est une conséquence directe. Mais ce mouvement, vous voyez quand même qu'on passe de 100 à 200 en un mois. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est justifié fondamentalement, mais qui a été considérablement amplifié par la spéculation. Donc voilà le deuxième type d'intervenant sur les marchés à terme. Le troisième, donc 1 491 864, ça, ce chiffre-là, il est très important. Si on revient en arrière, je vous ai parlé ici du squeeze. Le squeeze de 1997, il n'y avait pour alimenter la bourse de New York que 250 sacs. Donc le chiffre que vous avez ici est à mettre en relation avec ces 250 sacs. Donc il n'y avait effectivement aucun café pour alimenter la bourse de New York. On va voir pourquoi tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on a 1,5 million de sacs qui peuvent alimenter la bourse de New York. Et en quoi est-ce important? Parce que beaucoup de gens me posent la question, quel rapport entre le marché à terme et le marché physique? Le rapport, il est là. C'est ce lien qui est la possibilité pour tout intervenant sur le marché à terme de recevoir physiquement du café ou d'en livrer. Ce qui, bien entendu, dans la plupart des cas, ne se fait jamais. Vous imaginez bien que le spéculateur, il a tout, sauf envie de recevoir un lot de Burundi dans un entrepôt à New Orleans. Donc, il va toujours sortir sa position
avant l'échéance. Mais il y a, en cas justement d'anomalie, comme c'était le cas en 97, il y a une possibilité de livrer ou de recevoir, et c'est ce lien qui est donc très important. Rapidement, le fonctionnement des contrats, donc comme Florent l'a évoqué, on a les Arabica à New York, cassés, et les Robusta à Londres. Donc on a deux marchés distincts, l'un pour les Robusta, l'un pour les Arabica. Pourquoi est-ce que je vous disais qu'on était coincé en 1997 ? Parce que vous regardez les origines que l'on peut filiérer, c'est-à-dire les origines que vous pouvez émettre sur le marché à terme, en fait, elles sont très... pour le Robusta, c'est très simple. Vous avez du Robusta du Madagascar, du Ghana, du Libéria, vous pouvez l'émettre, alors bien entendu, à condition de respecter des critères de qualité qui sont définis. Il y a des gens qui vont goûter, qui vont analyser les cafés et qui vont l'accepter ou pas. Donc, c'est assez simple. Vous constaterez sur les Arabica que d'une part, on a une liste de pays. On a évoqué tout à l'heure l'Éthiopie, qui est un très bon pays producteur. L'Éthiopie n'apparaît pas. Donc ça, cette liste, elle est négociée avec les autorités du marché. La spécificité très importante, c'est que d'une part, donc, tous les pays ne sont pas éligibles, et surtout, on ne livre sur le marché à terme que des cafés lavés. Ce qui explique donc le fait qu'en 1997, on n'ait pas pu alimenter le marché, parce que le Brésil, qui est le premier producteur au monde, fournit et produit essentiellement des cafés nature. Donc voilà la raison qui fait qu'on ait eu ce squeeze. Donc, troisième intervenant, la spéculation. Donc le descriptif des marchés, vous l'avez rapidement, je ne passe pas trop de temps dessus. Simplement, la différence, c'est qu'on est ici en cents par livre, ici en dollars la tonne, et que la taille de Londres pour un lot, c'est 10 tonnes. Pour New York, c'est 17 tonnes. Hein. Donc l'équivalent d'un conteneur environ. Dernier point, le numéro complémentaire, que vous attendez tous forcément. Le numéro complémentaire, je vais vous le donner tout à l'heure, mais pourquoi est-ce que j'ai choisi ce numéro? En fait, c'est pour vous expliquer la raison de ma présence ici, et peut-être la raison de la présence de la maison Jobin, qui depuis 1871 vend du café. Si on est toujours là, contrairement à beaucoup de nos confrères, c'est que justement on ne spécule pas. Et donc, si on récapitule nos trois utilisateurs précédents, les producteurs, les torréfacteurs, les spéculateurs, il manque un quatrième intervenant dans la chaîne pour compléter l'utilisation des marchés à terme, c'est le négociant ou l'importateur. Et donc, nous, on se sert de ce contrat de New York tous les jours, non pas pour spéculer, mais pour se protéger. Et le schéma est très simple. Vous constatez déjà effectivement qu'il y a une échéance relativement étendue, d'où le terme marché à terme, justement. On peut, si vous souhaitez aujourd'hui acheter du café jusqu'en décembre 2018, vous pouvez. Il est coté, ça vaut 143,30 cents par livre. Donc ça, il n'y a aucun souci à ce sujet-là. Mais l'idée, comme l'a montré Florent sur sa courbe, c'est qu'à chaque fois, donc ce prix varie, non pas toutes les 30 minutes effectivement, mais toutes les secondes, ou tout du moins dès qu'un acheteur et un vendeur se rencontrent par l'intermédiaire d'un courtier. Donc lorsque ces prix évoluent, le prix forcément final pour le torréfacteur évolue à la hausse ou à la baisse, mais pour nous, c'est l'outil qui nous permet de nous protéger. Donc lorsque je vends, le schéma le plus simple pour comprendre, c'est lorsque je vends du café physique, je vais acheter du café papier, du café sur la bourse. Donc le principe du marché à terme, pour le négociant, c'est de se protéger et d'éviter toute fluctuation. Vous imaginez bien que si j'achète du café à 100 et mon rôle étant de livrer tout au long de l'année mon torréfacteur, si le marché monte à 200, c'est très bien. Je vendrai mon torréfacteur à 200, j'aurai gagné beaucoup d'argent. En revanche, si le marché descend à 50, je perds de l'argent. Et ça, c'est pas envisageable. Donc on ne peut pas, sur le long terme, travailler dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on a créé les marchés à terme, donc dans un but de protection. Donc, inversement, bien entendu, si j'achète du café, je vends du physique. Si j'achète du café physique, je vends du terme. Et si je fais l'opération inverse, je vais m'équilibrer en vendant mon physique, je vais racheter le terme. Donc le principe du marché à terme, c'est vraiment ça, cet outil de protection qu'on peut contourner, je dirais, en vendant facilement un conteneur qu'on a acheté immédiatement, mais c'est rarement la réalité. La réalité, c'est qu'on a besoin de stocker du café pour le vendre tout au long de l'année. Donc j'en arrive au fameux numéro complémentaire, le 8. Le 8, ce sont les 8 heures de sommeil que j'ai toutes les nuits, parce que je dors correctement, parce que je n'ai aucune position
je suis bien protégé et donc j'ai pas besoin de faire des cauchemars et de savoir si le marché de New York va ouvrir à la hausse ou à la baisse. Time.